Salut à tous les rêveurs et les créateurs. Qu'est-ce que la créativité ? Un don réservé à quelques privilégiés ou bien une compétence que nous pouvons tous développer? Bienvenue dans Les Clés de la créativité, le podcast qui explore les coulisses des métiers créatifs et démystifie l'approche artistique. Chaque quinzaine, nous explorons le processus créatif d'un artiste, d'un entrepreneur ou d'un innovateur. Nous vous partageons leurs conseils, leurs astuces et leurs secrets pour vous aider à booster votre propre créativité. Je suis Thomas Piard, architecte d'intérieur, designer et votre hôte sur ce podcast. Rejoignez-moi chaque quinzaine pour une nouvelle aventure créative. Pensez à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous avez la liste en description. Bonne écoute! J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une invitée d'exception, Philomène Frébault. Philomène a 21 ans et est l'autrice du roman « Écris-le » ou « Les Mémoires du Maître du Monde » que je suis en train de lire. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour Philomène et merci d'être là avec nous. Pour commencer, pourrais-tu nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr Thomas. Alors donc en fait je suis romancière auto-éditée. J'ai pris la plume pour la première fois à l'âge de 7 ans, en 2010. J'ai commencé à écrire mon premier roman à 13 ans, en 2016. Et en 2022, à l'âge de 19 ans, j'ai créé mon entreprise individuelle afin d'éditer mon livre. Et donc j'ai publié mon premier roman à 20 ans, en 2023. Donc c'est une genèse de presque 7 ans d'écriture ? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est très impressionnant. Donc tu es sur le même roman depuis tes 13 ans ? Oui, effectivement. Et effectivement, ça a été un long parcours de mûrissement qui m'a permis vraiment d'élaborer une architecture très complexe dans mon livre. Et ça a été aussi pour moi une quête de croissance spirituelle. Donc Alors, j'aimerais comprendre, parce qu'effectivement, ma question suivante, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un roman initiatique ? Mais il y a déjà une partie de la réponse dans ta question, mais je voudrais que tu la développes. Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de, c'était en 2010, j'avais 7 ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une aventure étonnante dans une ville médiévale. Alors je peux pas raconter l'histoire, mais c'était vraiment une aventure extrêmement mystérieuse, voire peut-être un petit peu paranormale. Et donc cette aventure, en fait, m'a donné envie d'écrire, ça a éveillé ma vocation d'écrivain. Ok, t'as rencontré le fantôme du château ? Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin parce que c'était dans une structure en fait très ancienne avec escalier à colimaçon, tenture, donc oui, on n'en est pas loin. Je voudrais savoir ce qui t'a donné envie de choisir ce titre. Parce que... Alors le titre, oui, vaste question. Voilà. Alors, en fait, le titre, d'abord il faut que j'explique que j'ai été beaucoup influencée dans mon écriture par les films de la série James Bond, produits par Eon Productions. J'ai été aussi beaucoup influencée par la série télévisée des agents très spéciaux qui a été créée par Norman Felton et Sam Rolfe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai été happée au niveau des mots qui se trouvaient dans le résumé situé au dos du boîtier de la partie 1 des longs métrages de la série des agents très spéciaux. Et les mots dominer le monde m'ont vraiment attirée. Et je crois que cet événement a constitué le point de départ de la création du titre de mon roman. Ok, alors les mémoires du Maître du Monde, je le comprends très bien, mais écris-le, ça j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui s'adresse à toi. Alors en fait, l'origine de ce début de titre, ça prend racine en fait dans un extrait de mon roman, où à un moment donné, Xiong-Xuan entend en lui une sorte de voix qui l'exhorte, qui lui dit « écris-le ». Et en fait, le titre prend racine dans ce petit épisode de mon roman. C'est récursif en fait. D'accord. Oui, c'est en fait, effectivement, c'est une espèce d'immersion à l'avance dans un passage de mon livre. Ah, le thème est intéressant. Je voudrais... Alors, on va rentrer un peu plus dans le dur, dans les questions plus... Voilà, on va rentrer dedans. Combien de temps a-t-il fallu pour écrire ce roman ? J'ai compris qu'il fallait quasiment une dizaine d'années, presque 13 ans. Mais sur ces 13 ans, tu n'as pas fait que écrire. Alors non, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire mon roman, tandis que je faisais encore mes études. Dès lors qu'un moment libre se présentait à moi, je m'empressais de m'asseoir face à mon ordinateur pour écrire. Et chaque jour, en fait, durant plusieurs années, j'ai effectué ce rituel assidûment. En fait, c'est comme ça que mon livre a été créé.
j'écrivais à la maison, mais aussi en voyage et en déplacement. Et les trajets en voiture étaient extrêmement inspirants pour moi, pour élaborer des chapitres. Donc le process d'écriture, est-ce que tu es parti d'un point précis? Est-ce que tu as écrit par série d'épisodes? Explique-moi le principe de l'écriture du roman. Et voilà, est-ce que tu es parti du milieu, parti de la fin? Est-ce que tu as pris des petits bouts? Comment est-ce que tu as généré tout ça? Alors, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé par écrire quelques pages du premier chapitre. Et ensuite, j'ai continué, j'ai enrichi. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, j'ai fait une première écriture du roman. Et au moins 3-4 fois, je l'ai enrichi de plusieurs scènes, de plusieurs idées. En fait, c'est comme ça que j'ai élaboré mon ouvrage. Donc c'est pas un processus linéaire, c'est un processus plutôt d'aller-retour. Oui, c'est ça, exactement, avec plusieurs couches, en fait. C'est pour ça que, alors, pour les auditeurs, j'ai lu une partie du roman, j'ai pas fini, mais effectivement, on sent comme des balayages dans l'écriture, et j'ai le sentiment effectivement que certaines parties font un tronc basique, et que derrière, on a des choses qui viennent pour enrichir. Ça donne clairement ce sentiment-là, et je sens bien dans ce que tu dis que c'est un processus d'écriture qui a amené à ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça a été une espèce d'approfondissement qui s'est produit durant plusieurs années afin d'étoffer l'intrigue, en fait. Ok, je vois. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Ça arrive parfois quand on écrit qu'un personnage ne s'oriente pas comme on voudrait, ou que le schéma d'action qu'on désire ne se mette pas en place comme il faut. Est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques? Alors, des difficultés particulières au niveau de l'écriture et des personnages, non. Par contre, j'ai eu une mésaventure de taille parce que chaque étape du processus de prépublication a été très intense. Et en fait, j'ai dû réécrire à un moment les 700 pages du manuscrit en raison de césures qui avaient été placées trop tôt dans l'ouvrage. Et du coup, ça m'a pris un temps phénoménal. Et il s'agissait en fait d'un problème de présentation où les césures se baladaient un petit peu partout, elles n'étaient pas au bon endroit. Et du coup, je pense que si je devais donner un titre à ce chapitre de ma vie, je l'appellerais La mésaventure des césures fugitives. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce problème de césure? Alors les césures, en fait, ce sont des espèces de tirets que l'on place au milieu d'un mot pour en fait que les lignes soient homogènes et qu'il n'y ait pas de grands blancs entre chaque mot dans les paragraphes. Donc c'est au niveau du print du livre en fait? Alors en fait, ça se passe juste avant l'impression, c'est au niveau de la mise en page que ça se situe. Et normalement c'est à toi de rédiger ça? Est-ce que tu donnes pas ça à un éditeur qui s'en charge? Alors oui, mais moi comme j'étais dans le processus d'auto-édition, je me suis chargée en fait de toutes les étapes du livre, c'est-à-dire l'écriture, la mise en page, la création de couverture et aussi la publication. Parce qu'effectivement, quand on est dans le cadre de l'édition traditionnelle, c'est la maison d'édition qui s'en charge. Alors, tu as parlé d'un manuscrit de 700 pages. Donc, 700 pages, on est d'accord, ça ne comprend... C'est 700 recto, c'est pas 700 recto verso. Oui, effectivement, parce que les 700 pages, quand on est sur un manuscrit comme ça, on est sur des pages qui sont côte à côte et non pas effectivement recto verso. Le recto verso n'apparaît en fait qu'au stade de l'impression. Je comprends mieux. Je veux juste vérifier que je dis pas de bêtises, parce que la plupart du temps, quand on parle de pages, on pense tous à un recto verso. Donc là, je me doute que pour l'impression, une page est imprimée sur un côté, l'autre page est imprimée sur l'autre côté, ça représente 2 pages et pas une page. On est en page de lecture et pas en page de... Ouais, on est en page de lecture. Oui, c'est ça. Ok. Alors, là, on va rentrer dans un truc qui m'intéresse énormément par rapport à ce que j'ai pu voir de toi et aux échanges qu'on a eus avant ça. Quelles sont tes sources d'inspiration? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, je tire principalement mon inspiration de ma passion inconditionnelle pour les anti-héros. Alors, avant de poursuivre, je vais tout d'abord donner une petite définition de l'anti-héros pour nos auditeurs. Alors, l'anti-héros, c'est un personnage qui fait souvent preuve d'immoralité et d'ambiguïté. Ce qui fait qu'en fait, il représente le contraire du héros, mais il ne fait pas pour autant forcément partie de la catégorie des antagonistes. Pour rappel, l'antagoniste s'oppose au héros, tandis que l'anti-héros, lui, ne s'oppose pas forcément au héros. Les anti-héros, selon moi, nous incitent en fait à exhumer notre propre lumière intérieure. Cette morale, je l'ai comprise très tôt, à l'âge de 7 ans,
grâce à une série télévisée franco-allemande. Et en fait, cette série télévisée m'a fait prendre conscience de ma capacité à appréhender différemment les anti-héros grâce à l'un de ces personnages qui était en fait un jeune seigneur du XVe siècle et qui présentait de nombreux défauts. Là, la source d'inspiration d'une série télé sur le Moyen-Âge, j'y crois peu quand je vois ce que tu écris. Alors, l'anti-héros, oui, ton Alors c'est ça anti-héros, en fait, c'est une oui. inspiration. Mais tes héros évoluent très clairement dans un univers chinois, asiatique, Ah tout mais à fait, chinois. tout à fait. Et donc, je voudrais que tu m'en dises un peu plus là-dessus aussi. Bien sûr. Alors en fait, parce que là donc je te parlais de l'inspiration pour les anti-héros, mais sinon l'inspiration pour mon roman, en fait, vient du cinéma tout spécialement, parce que j'ai eu la chance de voir un nombre impressionnant de films et de séries télévisées, notamment des années 60 à 90. Et ces séries télévisées et ces films ont chacun contribué en fait à la construction de mon imaginaire. Et comme je te disais, la série de films James Bond se trouve en tête de liste au niveau des supports d'imagination. Et une autre source d'inspiration est bien évidemment ma passion pour la culture asiatique que je nourris depuis maintenant un bon nombre d'années. Oui, j'ai pu voir ça. Tu communiques régulièrement sur des caractères chinois. Tout à fait. Tu communiques régulièrement aussi sur des animaux et tu as une passion pour le crocodile. Absolument. Alors cette passion, elle date de mon enfance en fait. Un jour j'ai vu un film et dans ce film, il y avait donc l'antagoniste qui avait sur sa carte de visite comme emblème un crocodile. Et en fait, ma passion pour les crocodiles est née de cet épisode de ma vie. Et plus tard, j'ai vu pas mal de symboles de crocodile apparaître dans mon existence à des points clés. Et en fait, j'ai compris que le crocodile était mon animal totem. Mmh. J'entends bien. Moi, j'aime beaucoup les crocodiles à titre personnel, non pas que ce soit un totem, mais parce que c'est des animaux qui sont des survivants de l'époque des dinosaures, qui n'ont quasiment pas changé, qui ont des comportements relativement complexes, alors qu'on penserait que ce sont des Oui, gros tout lézards à fait. abrutis, et qui sont capables d'actions spécifiques. Donc oui, c'est des reptiles que j'affectionne particulièrement. Euh, je voulais revenir vers toi parce que effectivement dans tes sources d'inspiration, on a vu les sources, on a balayé, on va dire à mon avis, il y a beaucoup plus profond que ça, mais on a balayé rapidement. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui t'ont influencé? Parce que tu m'as beaucoup parlé de séries télé, tu m'as beaucoup parlé d'éléments visuels, et ça se sent dans le roman, mais est-ce qu'il y a des Oui, tout à auteurs, fait. une manière d'écrire, des choses qui t'ont influencé pour l'écriture? Alors, je dois t'avouer que je n'ai pas vraiment d'auteur favori. Par contre, un auteur de série d'espionnage d'origine étrangère m'a beaucoup inspiré, notamment pour la construction de mon personnage qui s'appelle Bornéo. Mais je souhaite garder son identité secrète et garder ça pour moi. Je voudrais que tu nous parles maintenant de l'intrigue de ton roman. Alors en fait, mon roman Écris-le ou les mémoires du maître du monde raconte les mémoires de Xiong Xuan qui dirige les triades chinoises et qui est également à la tête d'une société d'informatique. Dans cet ouvrage, Xiong Xuan réalise une profonde introspection et au travers de ses mémoires, il va révéler son passé ainsi que ses actes, même les plus obscurs. Il revient notamment sur sa rencontre aussi extraordinaire que conflictuelle avec son neveu adoptif Bornéo. Et en fait, le roman met en scène la lutte entre le bien et le mal et la puissance de l'amour face à la haine. Ouais, je pense que je le sens bien dans le livre, mais même si j'ai pas fini, cette partie-là et le conflit avec Bornéo, ouais, on le sent vraiment naître, et on sent que le personnage, alors je saurais pas le prononcer correctement, mais de Xiong Xuan, est oui, très ambivalent. Et en fait, la notion d'anti-héros est déjà en train de craqueler. Oui, tout à fait. Hmm. Et en fait, tu me disais tout à l'heure, d'ailleurs, au niveau de la prononciation, moi je le prononce en fait le nom à l'européenne, mais en vérité, je le dis pour nos auditeurs, en Oui. chinois, ça ne se prononce pas du tout comme ça. C'est bien ce qui me semblait. Mais moi-même, je le fais pour être plus simple au niveau de l'écoute. Oui, mais si tu veux bien nous le prononcer correctement une fois. Alors oui, je vais essayer, mais ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, j'apprends le chinois, mais je n'en suis qu'à mes débuts, donc je vais faire ce que je vais pouvoir.
Donc ça se dit plutôt Tianqian. C'est plutôt comme ça que ça se dit, Ok. globalement. Peut-être qu'un spécialiste du chinois me dira ouais, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est pas mal. C'est déjà, au moins, on voit la différence entre les deux prononciations, et dans l'imaginaire, ça peut aussi amener pas mal de choses. Oui, tout à fait. Alors, je reviens sur, en fait, pourquoi avoir choisi le format d'un roman initiatique? Ce genre de roman d'aventure, c'est rarement des romans initiatiques. La série des James Bond, on n'est pas vraiment dans du roman initiatique. Ce qui te sert de Absolument. référence, t'es complètement sorti du cadre. Ah mais tout à fait. Et en fait, ce n'est pas véritablement moi qui ai choisi le genre du roman initiatique, mais je dirais plutôt que c'est lui qui m'a choisi. Alors en fait, j'explique parce que je n'avais pas défini de genre quand j'ai commencé à écrire mon roman, mais en fait, lorsque j'ai dû le publier et en faire sa promotion, j'ai fait des recherches pour savoir à quel genre il correspondait et j'ai découvert qu'il appartenait notamment au genre du roman initiatique. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. Je comprends bien. En fait, tu as découvert a posteriori que tu avais écrit un roman initiatique, ou plutôt qui C'est tout rentrait à dans fait la ça. case. Parce que Exactement. dans la série des romans initiatiques, on a par exemple L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est une grosse référence, avec Oui, tout des à fait. voyages, un aller-retour et des choses comme ça. Et effectivement, je pense que t'es pas loin du compte. Mais j'imagine que tout ne rentre pas dans la case de roman initiatique et que il y a... Pour moi, ça fait aussi partie des romans d'aventure. Le gars se balade dans le monde entier. Alors, ok, c'est le maître du monde et je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il a une grosse emprise sur le monde occulte, on va dire, le monde noir Oui, oui, des tout à fait. triades et de tout ce qui va, le monde interlope. Mais, C'est ça. mais aussi, il profite de ça pour aller dans différents pays, et on a des descriptions de ces différents pays. Donc on s'approche du roman d'aventure, le roman d'espionnage a une petite pointe, et on est dans le thème du roman initiatique avec ce voyage personnel. Donc il y a vraiment plein de cases cochées qui font des choses vraiment intéressantes. Ah, C'est ça exactement. Et en fait, l'innovation de mon livre se trouve dans le fait que j'ai combiné le genre du roman initiatique et en fait le genre du polar, presque sans le vouloir, mais on retrouve en fait des genres qui sont totalement différents, mais combinés à l'intérieur de mon récit. je suis entièrement d'accord avec cette assertion, et c'est ce qui fait que je continue à le lire. Est-ce que, à travers ce roman, tu as cherché à adresser un message? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai souhaité adresser différents messages à mes lecteurs. En fait, ils sont au nombre de trois. Alors le tout premier, c'est que je souhaite faire prendre conscience à mes lecteurs que les personnes négatives ne sont pas exclusivement faites d'obscurité ni de mal. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'elles ressentent aussi des sentiments comme nous tous et que bien souvent, des traumatismes les ont orientées vers le chemin de l'obscurité et donc du mal. Mon deuxième message, en fait, explique que même les personnes égarées peuvent retrouver le chemin de la lumière et donc du bien, même lorsqu'elles se trouvent à un point de non-retour en apparence. Et le tout dernier message, donc c'est le troisième, énonce que le courage est primordial dans la vie et que pour parvenir à ses fins, il faut bien souvent faire des sacrifices. Et je ferai une petite digression d'ailleurs, parce qu'en fait, le fait qu'un anti-héros occupe la place de choix dans mon roman, à savoir le rôle du personnage principal, résulte en fait d'un choix minutieusement réfléchi. Au travers de cet anti-héros, je souhaite challenger l'empathie de mes lecteurs et leur apprendre en fait à dépasser le dégoût qu'ils peuvent éprouver face à ces actes qui suscitent le mépris. En fait, ce qui se passe, c'est que je les amène à être confrontés à leurs propres limites. J'attends de voir en fait, enfin même si je ne le vois pas, mais c'est ça l'enjeu de l'histoire, c'est quels choix vont-ils faire au cours de leur lecture. Est-ce qu'ils vont condamner mon héros ou bien est-ce qu'ils vont lui laisser une chance. Est-ce qu'ils vont dépasser leurs limites ou bien est-ce qu'ils vont rester face à elles. Je dirais que mon roman est un lieu d'expérimentation d'âme où les lecteurs mis en situation peuvent, s'ils le souhaitent, parvenir à un niveau de conscience plus élevé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie. Ce niveau de conscience consiste à dépasser le dégoût et le mépris pour accéder à l'amour inconditionnel, à la sagesse et au pardon. Pour moi, il s'agit en fait d'une transmutation intérieure. Tu viens sur des thèmes alchimiques avec la transmutation, et je pense que le choix des mots est pas innocent.
surtout avec un roman initiatique. Exactement. Ouais, je pense qu'il y a même des thèmes qu'on peut retrouver dans ton roman entre l'œuvre au rouge, l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. Très bien vu. et je pense que c'est un des axes de progression du livre, mais ça c'est mon opinion personnelle parce que c'est pas explicite, mais je pense qu'effectivement c'est un des axes. Je l'ai pas fini, donc je vais vérifier si, si j'ai raison ou pas, mais ton bien vu me dit j'ai pas forcément loupé la partie là. C'est ça. Alors, en plus, je trouve que le choix particulier d'un anti-héros, mais qui a un amour fraternel et qui se découvre un amour pour son neveu adoptif, on pourrait rentrer dans du pathos, on pourrait rentrer dans des scènes larmoyantes, mais voilà, il y a une vraie qualité d'écriture qui fait que on n'est jamais en train de se dire « Ah, je l'attendais ». Alors, il y a des scènes qui sont un peu convenues, on va dire, où effectivement, bon, je rentre pas dans les détails, je considère qu'il y a des scènes qui sont un peu convenues. En attendant, il y a pour un avis de lecteur comme moi, le livre se laisse vraiment lire et entraîne vraiment dans l'univers des personnages. Et pour une écrivaine aussi jeune, je trouve ça vraiment réussi. Et toutes mes félicitations rien que pour ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Thomas, ça me fait très plaisir d'entendre ton avis parce que recevoir un tel avis, ça me montre quand même que j'ai réussi ma mission. Je pense effectivement. Après, je lis énormément et j'aime lire. J'ai besoin d'avoir de la lecture sous les yeux et je dois avoir 600 ou 700 livres dans mon téléphone. Je ne peux pas vivre sans lire. Mais c'est personnel. Mais rentrer dans un bouquin comme ça m'a fait énormément de bien. Et en plus, je reconnais que ça oblige. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais ça oblige à se poser des questions. Parce que tout à fait. On se dit, mais finalement, ce salaud, parce que c'est un salaud, il a réussi par une espèce de galipette à mettre sympathique l'espace de quelques minutes. Hein, en 3-4 pages, il devient sympa. Oui, oui. Et puis, il repart sur 20 pages de saleté. Et puis, il refait un truc sympa. Et on se dit, mais est-ce que moi, dans ma vie, je suis comme lui à faire 3 trucs sympas pour 20 trucs dégueulasses? Ou est-ce que je fais 20 trucs bien et 3 trucs pas sympas, mais finalement, est-ce que je suis comme lui ou est-ce que je vaux mieux? Parce que finalement, ce mec il est plein de vie, il a une rage en lui et beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans pas mal de choses. Non, sincèrement, ça oblige à se poser des questions et je pense même que si je suis pas allé plus loin, c'est peut-être parce que je m'en suis trop posé pour l'instant. Et je comprends tout à fait, et franchement je trouve que ton analyse est vraiment pertinente, tu as su tout à fait capter l'essence de mon roman, et c'est justement ça, j'incite en fait les lecteurs à s'interroger sur eux-mêmes et sur aussi des thématiques. Ok, bah ça marche, en tout cas sur moi, ça marche. Je voudrais, tiens, puisqu'on en est là, à qui s'adresse ce roman ? Alors ce roman s'adresse bien sûr à un public universel, mais mon lectorat de cœur se compose sans nul doute des individus en difficulté. Alors je m'explique, les individus en difficulté pour moi ce sont les personnes incarcérées qui aspirent à une rédemption ainsi que les criminels repentis. Alors je vais un peu expliquer pourquoi je parle de ça, parce que depuis mon enfance, je rêve d'intervenir dans les prisons pour avoir des entretiens avec les personnes détenues et organiser des événements destinés à améliorer leur bien-être. Et mon roman représente un hommage à cette passion pour les hommes de l'ombre et aussi à mon désir de contribuer à leur réinsertion. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Je fais partie depuis décembre 2023 d'une association reconnue d'intérêt général qui sensibilise les citoyens à l'univers carcéral et qui œuvre pour la réinsertion des personnes condamnées. Et cette étape de ma vie représente en quelque sorte le début de l'accomplissement de mon rêve d'enfant. Donc, en plus de rêver d'écrire un livre, tu rêvais d'aller visiter les prisons. Tout à fait. Mais alors, ça fait sens dans le thème général. En fait, tu t'adresses pas spécialement à la population carcérale. Ce que tu voudrais, c'est que ton livre leur permette d'aller mieux quand ils ont besoin de réinsertion. Un criminel endurci n'aura que faire de ton livre. Mais ceux qui veulent vraiment se sortir de là,
et il y en a dans les prisons du monde entier, à mon avis. Ceux-là pourront vraiment y trouver leur compte. Ok. Et c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, j'ai un rêve, je ne sais pas s'il se réalisera, mais mon rêve, ce serait un jour que mon ouvrage se trouve dans les bibliothèques des prisons, justement pour que les personnes détenues puissent le lire et s'en inspirer. C'est intéressant. Je voudrais que tu me parles un peu plus, puisque là, on rentre dans des anecdotes un petit peu personnelles et ça m'intéresse. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur cette association qui s'occupe de l'univers carcéral. Ah oui, avec plaisir. Alors cette association, elle s'appelle l'Association Possible. Elle se trouve basée à Lyon. Et moi, en fait, je suis un peu une innovation dans cette association parce que je suis une bénévole à distance, ce qui n'existait pas auparavant. Et ça signifie quoi, bénévole à distance? Tu fais des actions pour l'asso, mais de chez toi? Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, là, je vais bientôt travailler sur ce projet. Je vais m'occuper, en fait, de rédiger des posts pour publier sur leurs réseaux sociaux et en fait promouvoir leurs actions. Quels sont tes projets d'écriture pour la suite? Alors, les projets pour la suite, j'en ai plusieurs, je dois dire. En fait, déjà, je suis actuellement en train d'écrire le second tome de la série Confidence de l'ombre. J'ai déjà bien avancé dans l'écriture, mais j'ai d'autres projets. Alors, ces autres projets, j'en ai un premier, c'est que j'aspire à trouver un éditeur pour mon premier roman ainsi que les suivants. L'édition traditionnelle représente pour moi un mode d'édition parallèle à l'auto-édition qui me permettrait en fait de diversifier mon lectorat. Et je voudrais que mon éditeur partage la vision que je souhaite transmettre à mes lecteurs, celle justement dont je te parlais tout à l'heure, et que nous œuvrions dans une véritable collaboration, c'est-à-dire main dans la main. Et il lui faudra vraiment de très bons arguments à me convaincre, parce que je suis quelqu'un vraiment qui n'a pas envie de céder mon œuvre comme ça. J'ai vraiment envie que nous partagions la même vision des choses, et qu'il ait aussi un brin de fantaisie, parce que c'est vrai que pour éditer une telle œuvre aussi originale, je pense quand même qu'il faut avoir un sens de l'originalité. Oui, je sais pas bien quand tu me dis ça, quand je pense aux éditeurs principaux et aux gros noms sur la place. Alors, ils pourraient, mais il faut trouver un biais d'accès et un point presse qui puisse les faire tiquer. Mais c'est pas du tout déconnant. Surtout si tu as déjà fait ça, que tu as déjà fait des ventes et que tu en as un prochain. Donc il y a une suite, il y a de la suite dans les idées. D'ailleurs, je voudrais que tu donnes quelques conseils à des gens qui voudraient écrire un roman ou qui souhaiteraient peut-être s'auto-éditer quand ils l'ont déjà écrit. Bien sûr, alors je vais les donner. Et juste avant de passer à cette thématique, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que j'ai un autre projet. Ah, pardon. Je rêve de faire adapter, un peu je t'en prie, je rêve de faire adapter un jour mon premier roman au cinéma. Parce que le cinéma représente pour moi un fabuleux vecteur d'idées et d'émotions. J'ai en plus suivi une formation de monteuse vidéo qui m'a fait mettre un pied de l'autre côté de l'écran. Et donc j'adorerais franchement transformer mon roman en film. Ouais, c'est un joli projet. Très ambitieux parce que c'est vrai que là c'est vraiment un projet d'envergure. Mais comme tu disais, justement, j'ai créé chaque scène de mon livre avec une grande précision. Et je pense, tu vois, qu'avec l'aide d'un vrai professionnel, je serais sûrement capable de retranscrire les scènes en prise de vue. Alors, je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. Je pense que tu devrais participer à l'écriture du scénario et laisser faire le réalisateur. À moins que tu aies... parce que le montage et la réalisation, c'est deux choses complètement différentes. Le montage, c'est une deuxième écriture du film. Donc le montage, je comprends que tu veuilles t'y intéresser, parce qu'effectivement, c'est comme ça que l'histoire se raconte. Et tout ce qui se passe en prise de vue avant, c'est encore un autre métier, et qui est vraiment très très éloigné du métier de romancier, alors que le métier de scénariste a plein d'atomes crochus, et tu sais très bien qu'une adaptation cinématographique d'une œuvre, c'est très souvent décevant. Oui, justement. En fait, ce que j'envisagerais, tu vois, s'il y avait une collaboration avec le cinéma, bien sûr, ce serait d'offrir toute la liberté artistique pour que les professionnels arrivent à adapter mon livre en film, mais
Je dis bien mais parce que je suis quelqu'un vraiment qui aime que mon roman ne soit pas déformé, tu vois, au niveau des interprétations. Je suis certaine que je les accompagnerai, tu vois, dans la création pour vraiment m'assurer que la version finale ne va pas trop déformer le texte initial, tu vois. Je le conçois bien et je pense que c'est pour ça qu'il faut que tu interviennes dès le scénario. Une Oui, tout à écriture fait. scénaristique, euh, en fait, on dit dans ce milieu-là que le papier ne coûte rien. C'est-à-dire que les gens qui ont des idées de scène n'ont pas d'idée du budget qui va avec la scène. Or, un Oui, film, oui, oui. c'est un produit. C'est comme on va dire, un film, c'est un peu comme une maison. Tu as le producteur qui va être le client, et c'est lui qui va tout payer. Et toi, dedans, même si c'est ton livre, ce n'est pas ton film. Et du coup, Mais oui, bien tu vas sûr. avoir beaucoup, beaucoup de mal à admettre ce genre d'idée. Or, si tu vois ça comme une maison, le maçon ne prétend pas à la possession de la maison. Et oui, mais justement, c'est pour ça qu'en fait, mes partenaires devront vraiment avoir les idées larges et qu'il y ait vraiment une vraie collaboration. Parce que sinon, tu vois, s'il n'y a pas cette vraie collaboration main dans la main, bah, je préfère ne pas faire de film. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une logique dans la chose, quoi. Ben, on est bien d'accord que au moment où tu es à l'initiative du projet, tu dois avoir ton droit de regard. Et le fait que, à mon avis, pour que ça se passe, tu vas devoir céder les droits. Et donc, pour la cession de droits, il va falloir, tu vas être payé évidemment pour céder les droits, mais il faut que tu gardes dans ta cession de droits une visée, une possibilité de regard sur Oui, le c'est ça. scénario. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. J'en ai déjà entendu parler, effectivement. C'est tout à fait ça. Parce que sinon, ça va faire un roman que j'adore, qui est Babylon Babies, qui a été transformé pour donner le film Babylon AD. Voilà, il reste, à mon sens, 10% de la qualité du bouquin dans le film. D'accord. Ah bah oui, justement. Bon, C'est vrai que ça, c'est un problème qu'on voit souvent, même, même d'autres films que j'ai en tête. C'est vrai que c'est un problème assez récurrent dans l'industrie du cinéma. oui, bref, c'est pas forcément le sujet actuel, mais dans le cadre d'un roman qui voudrait devenir un film, il faut qu'on en parle. Donc, malgré tout, ça permet d'avancer un petit peu sur le sujet principal. Tu as parlé de rêve ou d'ambition pour ta carrière, je trouve ça super. Et il me reste deux petites choses à te demander dans le cadre du roman, et après on passera sur des choses un petit peu plus personnelles. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à raconter sur l'écriture? Alors oui, je veux dire que j'en ai beaucoup trop même à raconter, donc je vais Choisis-en en deux ou trois sélectionner. courtes ou bien une Oui. longue. Alors j'en ai déjà une à raconter. C'est qu'en fait, j'ai construit mon roman absolument sans aucune architecture, c'est-à-dire sans aucun plan spécifique, comme le font la plupart des auteurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis laissée simplement guider par mon imagination et mon intuition. Alors là, je pense que mes auditeurs vont être assez surpris, parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait là, c'est impossible. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment fonctionné, et j'ai découvert que des détails de mon récit s'étaient même imbriqués dans d'autres sans que je le veuille, et ce qui fait qu'ils ont même enrichi la trame de l'intrigue sans que je l'ai calculé. Par exemple, des dates de l'intrigue de mon roman ont coïncidé avec des événements historiques. Alors je précise quand même que à la toute fin, j'ai réalisé une relecture approfondie du manuscrit, bien entendu, avec un proche, afin de vérifier toute la cohérence, mais il n'empêche que j'y réussisse tout de force. Je suis assez d'accord parce que les dates que tu cites, je les ai vérifiées. Et ça marche. Et bah oui, tout à Alors, fait, tu vois, tu en as la preuve. alors, pas 100% parce que les sources, en fait, c'est pas sourcé ce que tu donnes. Donc parfois, ça décale d'un an par rapport à ce que tu dis, mais voilà, ça peut être une question de fiabilité d'Internet. Et du coup, Oui, c'est pas, voilà, l'ensemble n'est pas du tout déconnant en termes de date. Les fonctionnements sont cohérents, effectivement. Et alors, le fait que tu aies réussi à construire un roman aussi important et sans plan, là, j'avoue que... Alors, je comprends aussi, parce que écrit sur du très long terme, c'est dur de garder un plan et une architecture, ça va nécessairement évoluer.
Et même si tu avais un plan au départ du genre point de départ, point d'arrivée, et au milieu on va lui faire arriver... Je sais que ça va être un salaud, donc il va se comporter comme un salaud, donc on va lui mettre plein d'événements où il va pouvoir se comporter comme un salaud, et après il va devenir bien et on va lui mettre plein d'événements où il se serait comporté comme un salaud et où il va se comporter bien. Ça définit finalement une trame. Mais en fait, comme tu dis, il y a des événements imbriqués, il y a des allers-retours, il y a des choses comme ça qui font que c'est pas du tout linéaire et plan-plan à lire. Mais exactement. Et en fait, pourquoi j'ai parlé de cette expérience un peu spéciale, c'est parce que déjà je suis ravie de l'avoir vécue, mais je voudrais aussi peut-être donner des idées à certains de mes confrères, c'est-à-dire peut-être leur donner envie de tenter l'aventure. Bien entendu, je précise quand même que cette expérimentation est hors norme. Alors attention, ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais pour ceux qui ont le temps, ont envie de tenter une nouvelle aventure, ça peut être quand même très intéressant. Alors, pour les gens qui veulent écrire des livres, on va dire qu'il y a des stratégies éprouvées, il y a des méthodes classiques qui fonctionnent très bien. Et donc, je pense effectivement que ce que tu proposes là, ça s'adresse pas à des débutants. Tu as eu la chance d'y arriver, mais c'est pas donné à tout le monde. Et à mon sens, c'est un conseil à donner, oui, en tentative pour quelqu'un qui a déjà écrit 2-3 nouvelles, qui a déjà un sens de l'écriture et qui voudrait pouvoir avancer dans ce domaine-là, mais pas forcément pour quelqu'un qui va prendre son stylo pour la première fois en se disant « bah elle l'a fait, moi aussi je vais écrire un roman sans plan ». Bah exactement, parce qu'il faut quand même être réaliste. Donc justement, effectivement, ça ne correspond pas à tout le monde. Et justement, j'invite les auditeurs à être vigilants de ce point de vue-là. Enfin voilà, il faut vraiment qu'ils soient sûrs de pouvoir le faire, qu'ils aient envie, quoi, et qu'ils aient aussi quand même le cadre nécessaire pour le faire. Oui, parce que si ça doit... En fait, le vrai problème de l'écriture des romans, c'est jamais de commencer. C'est tout le monde, enfin tout le monde non, mais ceux qui veulent écrire un roman un jour se disent tous « Ah, je vais écrire mon bouquin », ils prennent l'ordinateur, ils prennent peut-être même un éditeur de livres, comme il en existe quelques-uns sur Internet, commencent à écrire 1 ou 2 chapitres. Ah merde, faut faire un plan. Oh non. Oh, faut créer des personnages. Oh, et ça s'arrête. Et oui, malheureusement, c'est vrai que les auteurs peuvent rencontrer des difficultés semblables. Et ils ont aussi une difficulté, c'est de réussir à terminer l'écriture du livre. Absolument. Je te dis, bien souvent, le roman, il est mort-né au 3e chapitre, parce que l'imagination s'essouffle, et à mon sens, c'est pour ça aussi qu'il t'a fallu une dizaine d'années, mais par contre, ça montre un mordant exceptionnel et une vraie volonté d'aller au bout, parce que tenir sur 10 ans sans plan, moi, je te tire mon chapeau, parce que sans plan, tu sais, t'as forcément qu'une idée de la chute, mais t'as nécessairement pas une idée de tout ce que va traverser ton personnage. Et donc, il a fallu créer tout ça. Oh, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Je pensais à voix haute, en fait, et je n'étais plus... j'étais plus vraiment là. J'étais embarqué dans le truc, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, vas-y, au contraire, c'est passionnant. Mais effectivement, je trouve que... Je vais être tout à fait honnête avec toi. J'appréhendais un petit peu cet entretien, parce que je me suis dit... où est-ce que se trouvent les clés de construction? Et en fait, tu me les donnes toutes. Et à l'exception de ton point de départ avec ton château à 7 ans, tu nous as donné plein de codes et plein d'éléments pour rentrer dans ton monde. Et j'avais un peu peur de ça. Donc je suis très très content de là où on en est. J'aimerais, donc on a parlé de... Alors, t'aurais une autre anecdote? Parce que ça, sans plan, c'est pas une anecdote en fait, hein. C'est un pavé dans la mare. Oui. Moi, une anecdote, je m'attendais... j'ai écrit 18 pages en 2 heures et après j'ai dormi 4 jours. Ça aurait été une anecdote. Alors si, j'en ai une... là, c'est moi un pavé dans la mare. C'est une vraie anecdote. Ce qui s'est passé, c'est que pour construire mon personnage Bornéo, je me suis inspirée donc du fameux auteur étranger dont je t'ai parlé, dont je ne révélerai pas l'identité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est un personnage négatif qui m'a inspiré le personnage de Bornéo. Ce qui paraît totalement bizarre, puisque le personnage de Bornéo
est l'incarnation du bien, de la bonté, de la bienveillance, enfin de toutes les valeurs positives. Bornéo, on a envie de lui mettre des gifles en vrai. Ah bon? Ah oui, mais il est trop gentil. Le Ah gars, bah oui. il punit le mal par le bien. Enfin, réveille-toi, pépère. T'as envie de lui dire, la vie, c'est pas ça. Mais non, lui, c'est son truc. Bah parce qu'il défend ses valeurs. Parce qu'en fait, il va au-delà et il a vraiment fait un travail de se transcender, justement de transcender l'envie, l'envie de tirer Xiong-Swan de son aveuglement par des méthodes un peu fortes, je dirais. Non, justement, pour moi, c'est l'incarnation, en fait, comment te dire, de l'honneur suprême. Parce que pour moi, l'honneur suprême, c'est pas forcément de répondre au tac aux agressions des autres, entre guillemets, avec des coups d'épée. Pour moi, l'honneur suprême, c'est d'aller au-delà, de se dire, bon bah voilà, cette personne m'a agressé, ok, ça veut pas dire que je vais laisser faire, mais par contre, je vais essayer de transcender ma rancœur, entre guillemets, un peu comment te dire, le goût amer qu'on a, et se dire, bon bah cette personne m'a agressé, mais elle avait peut-être des raisons, parce qu'on voit jamais ce qui se passe à l'intérieur des gens, et en fait, on ne peut pas vraiment juger, même si ils font des fois des actes vraiment mal et on s'en rend compte, quoi. Oui, je suis en grande partie d'accord avec toi. C'est très dur de juger quelqu'un face à son comportement envers nous. Exactement. En revanche, même si on ne peut pas le juger, il y a des fois, ce comportement est profondément irritant. Ah, tout à fait. Et donc, même sans juger, sans dire il le fait exprès, c'est parce qu'il est comme ça, être capable de dire je n'ai pas envie que tu te comportes comme ça envers moi parce que je ressens ça, c'est quand même quelque chose d'important. Évidemment, parce qu'en fait là on est sur une intrigue de fiction, mais dans la réalité c'est très important de ne pas se laisser faire et de tout accepter en disant, parce que moi tu vois, pour moi il y a 2 poids 2 mesures. Parce qu'il y a des gens qui sont justement très gentils, très bienveillants, et qui vont se dire, bon bah cette personne elle a sûrement peut-être des traumatismes qui font qu'elle agit comme ça, mais je vais laisser passer, je vais me coucher, il n'y a pas de problème, le train passe sur moi. Ça, tu vois, dans la réalité, je suis pas d'accord avec cette vision et je te rejoins. Je suis d'accord avec le fait qu'au contraire, il faut pas rester sans rien faire. Il faut arrêter les dégâts et justement montrer qu'on existe, montrer qu'on est vraiment là et dire non mais stop, ça suffit. Parce que sinon, effectivement, on court à la catastrophe. Oui, et tu fais bien de rappeler que Bornéo est un personnage de fiction. Alors, c'est un des points sur lesquels j'ai un petit bémol sur le roman, c'est que je trouve les personnages très manichéens. Je trouve que, alors, autant le salaud est un salaud, pas de problème, autant Bornéo manque à mon avis de consistance dans le sens où voilà, et tu l'as rappelé, c'est un personnage de fiction, donc il est écrit comme ça. Il met un point d'honneur à ne pas réagir. Mais ça me mange de le voir comme ça. Donc oui. Mais justement, en fait, et tu vois, je provoque un peu mes lecteurs d'une certaine façon, Oui. Gentiment, mais c'est fait exprès aussi un petit peu. Alors oui, parce qu'on sent bien que autant le personnage n'est pas du tout tiré par les cheveux, hein. Son parcours l'amène là. Il y a peu d'hésitation sur le fait que le parcours soit cohérent. Je ne révèle pas le parcours de Bornéo, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais son parcours l'amène là. Et du coup, le fait que malgré tout ce qu'il a vu, il continue à maintenir cet état, ouais. C'est vraiment fictionnel à mon sens. Et il y a longtemps que beaucoup auraient lâché et seraient partis. En fait, il y a aussi une grosse différence parce que je vais pas dévoiler évidemment, non. Mais comme tu l'as vu dans mon roman, Bornéo est un personnage qui est vraiment hors du commun. Je sais pas si tu as encore lu à ce point-là, mais tu vas voir qu'il n'est pas du tout comme nous. Donc aussi, c'est pour ça qu'il y a cette différence en fait entre les réactions humaines normales et voilà, et entre les réactions qu'il a dans le roman. D'accord. J'en suis peut-être pas là. Parce que pour le moment, j'ai pas beaucoup d'explications à son comportement. Mais ok. Ouais, franchement, je suis ébouriffé par l'entretien qu'on a, parce que d'abord parce que j'ai eu le bouquin dans les mains, que je vais d'ailleurs, quand on aura fini, je vais me replonger dedans, parce que je veux absolument le terminer. En fait, c'est un respect que je te dois par principe. Quand je commence un bouquin, je veux le finir, même si je le déteste. C'est très rare
que que je lise 10 pages d'un livre et que je me décide pas à le terminer, même si je l'aime pas. Parce que je pense que je dois ça à l'auteur. Il s'est enquiquiné à mettre des mots sur le papier et il a vraiment une intention quand il le fait. Je lui dois ça. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Bah écoute, franchement, ça me ravit. Et ce que tu me disais justement que tu allais tout le temps au bout des romans ou des livres en général, franchement, bravo, parce que je dirais que tu es un lecteur modèle, comme ça, de respecter les auteurs. Je pense que mes confrères seraient super heureux d'entendre ça. Ah, faut pas tous m'envoyer vos bouquins. Hein. Non, mais oui. Mais ça pourrait leur donner des idées, et puis toi, tu te retrouverais un petit peu perdu sous les piles de livres. en comité de relecture avec 175 livres. Non, mais par contre, si je l'ai pas commencé, je me sens pas coupable de pas l'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup avoir ta voix qui nous lit un extrait de ton roman. Tu veux bien faire ça? D'accord, avec plaisir. Alors, il faut juste que je prenne mon ouvrage, que je trouve un passage. Je t'écoute. Et nous t'écoutons. Merci beaucoup, Thomas. Avant de compter l'épisode de mon séjour courant 2008, je vais tout d'abord relater mon premier séjour dans la réserve du Dja, afin d'éclaircir l'acquisition de mes crocodiles. Juste un mot au préalable. En Afrique, de nombreuses ethnies considèrent les crocodiles comme des messagers des dieux. Sans doute est-ce en raison de la perception innée et particulièrement développée des énergies chez ces animaux. J'ai d'ailleurs pu me rendre compte que ces croyances n'étaient pas complètement infondées. Mais revenons-en à mon premier séjour dans la réserve du Dja à la fin décembre 2005. La nature bruissait dans un calme contenu, troublant à peine la paisible lecture que j'effectuais dans mon bureau situé au rez-de-chaussée de ma villa. Soudain, mon dispositif de surveillance a émis ce jour-là un son d'alarme signalant des intrus sur ma propriété. Me levant de mon fauteuil, je me suis hâtée vers mon bureau afin de m'informer de la nature du danger. L'écran qui retransmettait les prises de vue des caméras m'a renseigné. 2 chasseurs occidentaux essayaient de tuer des crocodiles nains sur les rives du fleuve Dja. Indigné face à ce spectacle, j'ai décidé d'exprimer moi-même ma façon de penser à ces exterminateurs qui s'apprêtaient à commettre avec outrecuidance leurs crimes sur mes terres. Je me suis joint au personnel de la sécurité, déjà rassemblé dans la villa. Nous avons effectué la moitié du chemin en jeep afin de nous rendre jusqu'à l'endroit reculé où s'acharnaient les chasseurs. Ensuite, nous avons poursuivi à pied. Mes hommes, vêtus d'un ensemble kaki destiné à se fondre dans la forêt, étaient armés de fusils à gros calibre capables de tuer un éléphant. La raison de ces armes lourdes, la présence d'animaux sauvages de toutes sortes, y compris d'imposants prédateurs. Arrivés à la hauteur du fleuve Dja, mes subordonnés ont braqué de concert leurs 7 canons de fusil vers les chasseurs. L'un de ces derniers venait de tirer en direction d'un crocodile. Il l'avait cependant fort heureusement raté en entendant un ordre glaçant, le sommet de s'immobiliser. Je me suis approché des 2 individus pétrifiés, désormais encerclés par mes hommes. Ne savez-vous pas que la chasse est interdite dans cette réserve? Ai-je lancé d'un ton menaçant. En outre, vous êtes sur une propriété privée. N'avez-vous donc pas vu les marquages de couleurs sur les troncs des arbres tous les 3 mètres? Ceci signale l'entrée de mon domaine, mais peut-être étiez-vous trop aveugle pour les voir, les Jezraïs. J'ai appris au gré de leur bégaiement confus qu'ils avaient été missionnés et rétribués par une marque de maroquinerie qui cherchait à se fournir en peau de crocodile à bas coût. Révolté par leur pratique, j'ai eu un instant la tentation de ne pas les laisser ressortir vivants de ma propriété. Cependant, je me suis ressaisie. J'allais devoir faire preuve à regret de magnanimité si je ne désirais pas avoir d'ennui sur ce territoire où l'on me considérait comme un honnête citoyen ou presque. Bien sûr, je pouvais traîner en justice ces individus pour effraction et braconnage sur mon domaine, mais que la juridiction du pays fasse une intrusion dans mes affaires était bien la dernière chose que je souhaitais. Aussi, j'ai ordonné qu'on les raccompagne à l'endroit de la réserve qui marquait la limite de ma propriété et le début de la parcelle publique. Néanmoins, je n'ai pu résister à les délester de leurs fusils. Et je me disais que ces 2 hommes, relâchés sans armes dans cet environnement hostile, auraient bien du mal à regagner sans encombre les régions habitées. On ne pourrait me tenir pour responsable d'un accident arrivé à 2 touristes dans la forêt. Ma mansuétude, un beau rêve pour naïf. À présent, vous allez pouvoir expérimenter le statut de proie, leur ai-je déclaré avant leur départ. Je dois avouer que j'appréciais particulièrement le mauvais tour que je leur jouais. Débarrassé de ces importuns, j'ai orienté mon attention sur les crocodiles nains qui nageaient péniblement vers la rive. 2 d'entre eux étaient blessés. Ils tentaient de se hisser tant bien que mal sur la terre ferme,
et leurs efforts couronnés de peu de succès m'ont ému. Je me suis rendue tout au bord du fleuve. Mes hommes m'ont conseillé de ne pas m'en approcher, mais je n'ai écouté aucune de leurs injonctions. Je suis demeurée à observer les crocodiles avec pitié et admiration mêlées. Littéralement captivée, je ne pouvais détacher mon regard de la femelle qui me faisait face, longue d'1,50 m. Je me suis alors accroupie. La gueule entrouverte du crocodile nain ne se trouvait qu'à quelques centimètres de ma main. À n'importe quel moment, celui-ci pouvait refermer sur moi sa mâchoire pourvue de dents aiguisées. Pourtant, je ne ressentais aucune crainte. Ce pauvre animal avait éveillé une émotion d'affection dans mon cœur insensible. J'ai esquissé un geste audacieux vers le dos du crocodile, effleurant ses écailles de mes doigts. Je me rappelle encore cette singulière et inoubliable sensation. La queue de l'animal battait très lentement, sans signe de nervosité. Pendant ce temps, un silence tendu avait gagné les spectateurs de cette scène demeurée en retrait, bouche bée. J'ai souri tout en murmurant « Darling ». Ainsi est né le nom de mon premier crocodile. Je me suis relevée tout en pensant « Ces crocodiles m'appartiendront ». Fascinée de longue date par les crocodiles, je voyais en ce jour l'opportunité de réaliser l'un de mes rêves, à savoir posséder des crocodiles. Me tournant vers mes subordonnés, je leur ai ordonné de prendre en charge les crocodiles avec mon hélicoptère. L'information a circulé dans les talkie-walkies et un quart d'heure plus tard, mon hélicoptère personnel effectuait du surplace au-dessus de la forêt. Aucun de mes hommes n'a voulu passer la sangle aux crocodiles, une crainte typique d'occidental. Un pygmée baka n'aurait jamais hésité à interagir avec ces animaux. J'ai donc moi-même sanglé mes crocodiles nains rescapés. Un à un, ceux-ci ont été enlevés par le treuil de l'hélicoptère. J'ai retenu un sourire en assistant au spectacle de mes précieuses acquisitions hissées de terre qui observaient le paysage s'éloigner d'un œil perplexe. C'est tout bon, Thomas ? Ouais, c'est tout bon, mais c'est vraiment la partie qui m'a le... Comment dire ? C'est cette partie-là que je retiens le plus, donc ta lecture me l'ancre encore plus dans la tête, parce que je trouve que là, il y a vraiment toute l'ambiguïté du personnage qui commence par se dire... il a tué des centaines de personnes, hein, fait tuer autant, mais il s'indigne qu'on vienne tuer des animaux sur ses terres. Finalement, il décide de laisser vivre les gars, mais il leur retire leur fusil et il pense qu'ils vont quand même se faire tuer. Et puis finalement, il finit par sauver les crocodiles qui lui ont rien demandé et qui auraient très bien pu rester là. Et il dit, bah finalement, ils sont à moi. Donc pour moi, il y a toute l'ambiguïté du personnage qui est là. C'est que même en faisant du bien, il se démerde pour priver de liberté des animaux. Même en faisant du mal, il s'arrange pour sauver la vie. Tout est là. Pour moi, tout est dans cette scène-là. Mais absolument, tu as tout à fait raison. Et cette scène, effectivement, montre parfaitement la grande ambiguïté de mon personnage principal, qui effectivement, on se demande pourquoi va vouloir aider ces animaux, alors qu'en effet, comme tu disais, il tue des centaines de gens. Et on se demande aussi pourquoi, donc il va les sauver. Et en même temps, il se dit effectivement, bon, je les laisse partir, les chasseurs, mais ils vont peut-être quand même décéder. Donc là, on voit effectivement quand même le côté sombre un peu qui ressort. Ah bah oui, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, effectivement, en tant que maître du monde, il n'est pas devenu maître du monde en vendant des bonbons. Exactement. Voilà. Tout à fait. Il a pas vendu de la barbe à papa et voilà, il est devenu maître du monde en se mettant les mains dans le cambouis, on va dire. Ok, merci beaucoup. J'ai deux questions qui me trottent vraiment. Premièrement, parce que tu n'y as pas répondu, tu m'as parlé de beaucoup de séries. Quel est ton livre préféré, ton livre de chevet, celui que tu retrouves à chaque fois ? Alors, mon livre préféré que j'ai toujours avec moi, c'est Ma vie d'Al Capone, qui a été édité par la Manufacture de livres. Je connais pas ce livre, mais j'irai voir. Ok. En fait, c'est une biographie donc, qui retrace la vie du gangster Al Capone, qui a notamment fait fortune en profitant de la prohibition. Je connais l'histoire d'Al Capone. Je connais pas le livre et je ne connais pas non plus. Je ne savais pas qu'il y avait une biographie en fait. Mais j'imagine bien qu'il a dû y en avoir parce que c'est un personnage voilà, qui a marqué l'histoire des États-Unis et l'histoire probablement mondiale d'ailleurs. Oui, je crois d'ailleurs que grâce à lui, il y a des lois qui ont été votées pour la pasteurisation du lait. Et que... Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, effectivement.
parce qu'il n'arrivait pas, je crois qu'il n'arrivait pas à racketter les marchands de lait parce que le lait tournait ou un truc comme ça. Et du coup, il me semble qu'il a fait voter. Mince, j'ai tapé mon micro encore. Et du coup, il me semble qu'il a fait voter des lois pour que le lait puisse pas tourner et qu'en gros, il arrive à racketter. Je sais pas si c'est exactement ça. J'essaierai de vérifier les sources de ça, mais il me semble qu'il y a eu un truc du genre. Oui, tout à fait, je l'avais déjà lu effectivement quelque part, et je crois que tu as raison. Et d'ailleurs, je pense à quelque chose. Tu m'avais demandé tout à l'heure, et je crois que je n'y ai pas répondu, si je pouvais donner des conseils pour les personnes qui écrivent leurs romans. Absolument. Alors, tu as répondu en partie en disant ne faites pas de plan. Et j'ai dit c'est pas forcément un conseil, mais si Non, ça c'est pas un conseil. si t'as des vrais conseils à donner effectivement aux gens qui voudraient démarrer un roman, c'est le moment. Maintenant, on a entendu la manière dont tu écris. Et d'ailleurs, fais-moi penser en off, je voudrais t'en dire 2 choses à ce sujet-là. Ok, d'accord. Et donc oui, si tu as des conseils pour des gens qui voudraient se mettre à l'écriture, se lancer et écrire plus que 2 ou 3 chapitres et aller au bout et au terme d'un roman ou d'une nouvelle, on t'écoute bien volontiers. D'accord, merci beaucoup Thomas. Alors ce que j'aurais à dire concernant donc l'écriture d'un roman, c'est que pour moi, l'auteur auto-édité en fait possède 2 faces. La face écrivain, qui correspond au yin et entre guillemets au sacré, et la face entrepreneur qui correspond au yang et entre guillemets au profane. En fait, ces 2 faces pour moi font une alternance qui se fait naturellement lorsqu'on a appris à créer une sorte d'équilibre dans sa vie. Alors concrètement, ce que je conseillerais pour la face écrivain et donc yin, ce que je dirais, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est de suivre son intuition, de ne jamais forcer son imagination et de laisser vraiment libre cours à ses envies. Concernant la face entrepreneur, alors là, je dirais qu'il faut se former à toutes les démarches techniques en premier avant de créer son entreprise, que ce soit une entreprise individuelle, une SASU et j'en passe. Alors, ce que j'appelle toutes les démarches techniques, ça comprend notamment comment créer son entreprise, créer un compte bancaire professionnel, être au courant de toutes les obligations légales en tant qu'auteur, savoir faire la mise en page d'un livre broché, savoir comment se passe un dépôt légal, comment on fait sa comptabilité d'entreprise, quel logiciel indispensable on doit posséder et comment on va faire notre marketing. Alors ça va paraître un petit peu étrange ce que je vais dire, mais j'irai jusqu'à dire que les auteurs auto-édités en herbe devraient se former à tous ces aspects avant de se former à l'écriture. Pourquoi ? Parce que si ces personnes pensent que le quotidien d'un auteur auto-édité ressemble exclusivement au quotidien d'un écrivain, ils vont tomber de haut et pire, ils vont plonger tête baissée dans toutes les embûches. J'ai entendu récemment une interview d'un monsieur qui tient une maison de disques et qui tenait à peu près le même discours que toi et qui disait que l'artiste doit avant tout, le meilleur ami de l'artiste, c'est son avocat et que ton manager ou dans ton cas ton éditeur vient en deuxième lieu. Parce qu'avec un bon avocat, tu pourras avoir les bons contrats et que tu seras bien encadré. Et du coup, ce que tu décris aussi du quotidien de l'auteur auto-édité, je suis convaincu que tu es 100% dans le vrai. Si tu ne sais pas comment tu vas être payé, et si tu ne sais pas comment tu dois gérer ta comptabilité, parce que écrire et la partie créative, c'est la partie émergée de l'iceberg. De la même manière, dans mon métier d'architecte d'intérieur, le dessin, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qui fait, c'est ce que les gens voient. Mais toute la partie back-office, les gens ne le voient jamais. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce podcast, c'est qu'il faut avoir conscience de l'envers du décor. La créativité et les clés de la créativité, c'est aussi ça. Tu peux te permettre d'avoir un job créatif si tu sais faire ça. Mais absolument, tu as tout à fait raison et je rejoins la vision de cette personne qui a été interviewée parce que c'est exactement ça. En fait, j'irais même jusqu'à dire que, alors ça fait un peu de peine à entendre, c'est vrai pour les personnes hyper créatives, mais je dirais que tout ce qui est démarche technique de l'entrepreneur, ça va, je dirais, occuper 70% de son activité d'auteur auto-édité. Oui, clairement. La partie back-office, c'est pas glamour, c'est pas sexy, mais par contre, si tu le fais pas, c'est très beau, hein, mais en fait, tu ne peux pas vivre d'écrire si tu ne peux pas être payé pour ton écriture. Exactement. Et tu ne peux pas être payé si t'as pas un compte, si t'as pas... Donc, effectivement,
Alors d'ailleurs, ça m'amène une autre question. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis de ton écriture et est-ce que le roman que tu as écrit te permet de couvrir tes dépenses du quotidien? Ou est-ce que tu as ce qu'on appelle régulièrement un job alimentaire qui te permet de tenir le choc à côté? Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que je vais être franche, je n'arrive pas à en vivre pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué de se faire une place dans l'auto-édition, mais surtout de se faire connaître. Alors, pourquoi je n'en vis pas? C'est parce que... Comment te dire? Oui, parce qu'en fait, j'explique. Actuellement, je n'ai pas de métier à côté. Mais j'ai quand même de l'argent qui rentre, donc voilà, j'arrive à vivre. Mais effectivement, pour le moment, je n'arrive pas du tout à faire de mes recettes de livres comment te dire, une vraie rente, quoi, tu vois ce que je veux dire? Un vrai revenu sur tes ventes. C'est ça, exactement. Pour donner une idée, le prix de ton édition brochée, il me semble, est aux alentours de 20 €. Et le prix de l'édition en numérique est à 5 €. J'arrondis, hein. Si je me trompe pas, c'est ça. Oui, Du oui, coup, c'est à peu près ça, effectivement. tu gagnes combien par achat? Alors c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait, euh, globalement, parce que je me souviens plus du prix exact, mais globalement, pour le brochet, je ne perçois que globalement 3 euros et quelques sur chaque vente. Et sur les éditions numériques? Alors sur les éditions numériques, c'est à peu près pareil, et je me suis rendu compte en fait que je gagnais, et ça paraît bizarre mais c'est vrai, que je gagnais en fait plus de redevances sur les e-books que sur les brochets. En fait, dans ce que tu dis, ça paraît tomber sous le sens. Si tu as le même revenu pour un truc qui coûte 20 balles et un truc qui coûte 5 €, bah, fondamentalement, proportionnellement, ton gain est plus important sur les 5 € pour la même somme que sur 20. C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. Donc en fait, j'ai bien fait d'acheter l'e-book, je t'ai fait gagner plus de sous. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci Thomas. J'avais peur au début parce que je me suis dit, si ça se trouve, sur l'e-book, elle touche des clopinettes et sur la version brochée, elle va toucher... Alors, je m'attendais pas à ce que tu touches plus que 3 €, hein, parce que je sais très bien que le montant régulier d'un débutant, on va dire, de quelqu'un qui n'est pas établi et qui ne touche donc que des droits d'auteur, parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Oui, tout à fait. ça représente un pourcentage très très mince du montant global de l'œuvre. Mais exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, je crois globalement qu'il y a une nuance d'1 € entre le brochet et l'e-book, ce qui fait que globalement, l'e-book, il doit me revenir à 4 € et quelques, et tandis que le brochet, il est à 3 et quelques. Parce que je pense que ils prennent un peu plus de frais, j'imagine, pour la partie impression, achat de papier, Oui, couverture, tout à etc. fait. Qu'en e-book, une fois que tu as fait ton fichier, bah, il est diffusé autant de fois qu'il ait besoin, et en fait, il n'y a pas vraiment de nécessité de retravailler. À moins que tu fasses une deuxième édition, il n'y a pas vraiment de nécessité de retravailler. Tout à fait. Et en fait, ce qui explique la différence entre chaque format, c'est tout à fait ce que tu as dit. C'est qu'en fait, pour le format numérique, ils prennent une toute petite commission pour livrer l'e-book au client. Sauf que pour le brochet, évidemment, il y a tous les frais d'impression de l'ouvrage. Plus l'expédition, plus la mise en colis. Donc on arrive vraiment en fait à une addition globale où tes droits sont très dilués. Oui, alors parce que en fait, les frais que prélève Amazon, en fait, c'est juste le tarif de l'impression. Mais c'est quand même beaucoup. Mm-hmm. Oui, effectivement. Mais Ah après, oui. est-ce que... Alors ça, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que Amazon fait un batch? C'est-à-dire, est-ce qu'il en imprime 500 ou 1000 et il attend d'avoir expédié les 1000 pour réimprimer? Ou est-ce qu'il imprime à la commande? Alors justement, c'est justement un système très innovant parce qu'il ne fait qu'imprimer à la commande. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, quand un client passe commande, Amazon imprime le livre. Ah, c'est génial. J'avais même pas idée. J'ai évoqué le truc, mais je ne savais pas du tout comment ça marchait. Le système me paraît en fait assez génial. Parce que ça leur évite d'en imprimer 1000 et de payer du papier pour que dalle si jamais tu les vends pas. Mais d'un autre côté, Mais ça tout à les fait. oblige à avoir une chaîne extrêmement adaptée. Parce que tu n'es pas la seule. Je veux dire par là qu'ils vont utiliser ton format de sûr. livre avec le format du livre d'un copain, et ils vont éditer le tien, puis celui d'un autre copain, puis un troisième, sur la même chaîne. En fait, je pense que c'est vraiment un système très très intéressant en manière un peu de productivité, on va dire.
Ouais, je pense qu'il y a un truc où j'aimerais beaucoup discuter avec des gens qui font ça. Là, là, je pense qu'il y a un vrai sujet à creuser. Alors, pas dans le domaine de la créativité, mais et pour ma culture Oui, bien personnelle. sûr. Mais et là, on a un peu dévié du côté créatif, mais pour rentrer dans le côté alimentaire du métier créatif. Et en fait, on est en plein dans le cœur de ce qui m'intéresse aussi au niveau de ce podcast. De quelle manière est-ce que tu peux te rémunérer? Est-ce que tu parviens... Alors, pour que tu parviennes à en vivre, est-ce que tu as fait des calculs? Est-ce que tu as une idée de combien il faudrait que tu vendes de livres au mois ou à l'année pour que ça te ramène suffisamment? Et est-ce que tu as des coefficients de vente? Je dis, par exemple, si tu as vendu 500 points de bouquins, Amazon te dit, bah voilà, au lieu de passer à 4 euros, tu passes à 5. Ou est-ce que tu en vends 1, 1000, 1 million, tu gagnes la même somme? Alors en fait, on peut en vendre 1 million d'exemplaires, le tarif restera toujours le même. D'accord. Donc, alors j'avais fait une simulation il y a longtemps, mais je t'avouerai que je ne m'en rappelle plus. Ce que je peux dire en revanche pour nos auditeurs, c'est que quand on commence le métier d'auteur auto-édité, il faut absolument avoir un métier en parallèle. Ouais, j'imagine bien. Tu dis que tu touches à peu près 3 euros, c'est ça, hein? Oui, globalement, effectivement. Je prends ma petite calculette. En gros, pour que tu arrives à te générer un revenu, on va dire, acceptable, il faut que tu vendes entre 700 et 1000 livres par mois. Alors oui, certainement, parce que je crois que quand j'avais fait mon calcul, c'était une somme assez phénoménale. Bah là, non. Si tu touches 3 euros par livre et que tu en vends 500, tu vas toucher 1500 euros dans le mois. Ça va te permettre à peine de passer au-dessus de... Voilà, à peine au-dessus du RSA. Ou... Oui. En fait, ce que j'expliquais, c'est que il va falloir que je vende une quantité phénoménale d'ouvrages pour avoir un revenu finalement pas si élevé que ça, quoi. Ah, d'accord, ok. Dans ce sens-là, C'était je ça le que je comprends disais. mieux. Après, 500 livres par mois, ça paraît beaucoup. Mais il y a certains auteurs, quand leur livre paraît, ils s'arrachent en centaines de milliers d'exemplaires. Mais c'est dans l'édition traditionnelle, avec des contrats, c'est pas quelque chose que tu fais de façon artisanale. Alors tout à fait, parce que je précise que pour nos auditeurs, effectivement, l'édition traditionnelle et l'auto-édition n'ont strictement rien à voir. Et vraiment, pour être honnête, pour ceux qui veulent se lancer dans une activité d'auteur auto-édité, il ne faut pas du tout espérer que les ouvrages se vendent en 500 exemplaires durant, je dirais, les 2 premières années de l'activité. Oui, je pense que tu peux arriver à un rythme de carrière en travaillant bien ta communication et en ayant un maximum de relais. J'espère qu'on en fera partie et qu'on fait partie des premiers et qu'on participera à un succès d'estime et que ça te permettra de vendre plus de livres parce que je pense que ton livre mérite vraiment qu'on y consacre les quelques euros qu'il vaut. Et je pense que c'est très important que les auditeurs aient conscience de ça. Quand on choisit une carrière dans un métier créatif, c'est un vrai métier, c'est un vrai investissement, c'est un vrai projet de vie. Ça doit se mêler à un équilibre. On ne Tout à vit pas fait. tout de suite, à moins d'être un pur génie, et ça existe. À moins d'être un pur génie, on ne vit pas tout de suite de son travail. Oui, parce que il y a des exceptions, bien sûr, hein. Il y a des auteurs qui ont réussi à percer très vite, mais ça reste quand même l'exception, quoi. Oui, on est d'accord. Et il y a des gens qui ont mis peut-être 15 ans à écrire des nouvelles alimentaires avant de faire paraître un roman. Je pense notamment à Stephen King qui disait que pendant des années, il arrivait à vendre une nouvelle juste à temps pour payer son loyer, alors qu'il travaillait, il me semble, comme prof, et qu'à un moment, il a eu un succès littéraire, et que derrière, son succès s'est jamais démenti, mais il lui a fallu, je crois, 15 ans avant d'arriver à un succès. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout parce qu'en fait, pour vraiment construire son succès en tant qu'auteur auto-édité, mais il faut travailler, 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 travailler sans relâche. Parce qu'en fait, quand on va atteindre le succès, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit vraiment d'un énorme travail qu'on a fait durant des mois, voire des années. C'est ce que je répète toujours à mes enfants, et je crois que c'est la deuxième fois que je le dis dans ce podcast, mais pour moi, le travail bat toujours le talent. Le Oui, ça talent c'est rend vrai, c'est paresseux. absolument vrai. Ouais. Le talent rend paresseux. Quand on a du talent, on va s'arrêter de travailler parce que très vite, on va être meilleur que les autres. Et sans entretien de ce talent, on restera meilleur que la plupart. Mais quelqu'un qui travaille et qui démarre moins bon peut aller plus loin que quelqu'un de talentueux parce que lui va travailler, va progresser,
sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier pour aller au plus loin et pour aller au mieux de ses capacités. Exactement, et en fait l'idéal ce qu'il faut c'est que quand on a du génie ou du talent, c'est en fait ne pas s'endormir sur ses lauriers et vraiment travailler, se former continuellement, comme diraient d'ailleurs des coachs en développement personnel que je connais. Alors, j'en connais pas personnellement, mais effectivement, le développement personnel dans une carrière artistique, c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai l'intention d'interviewer une coach d'artiste. Ah, c'est très bien ça. Oui, alors j'ai son contact, j'ai aussi son accord pour l'interview, mais elle n'a pas encore pris rendez-vous. Donc, oui, j'ai une coach d'artiste dans ma liste de gens à interviewer, et ça fera partie, j'espère, d'un des prochains podcasts. Je pense qu'on en a terminé. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée? Alors, je réfléchis. Si, il y a peut-être une question que tu ne m'as pas posée, c'est combien de livres je souhaitais écrire? Ok, donc Philomène, on a vu que tu avais commencé un livre et que ton livre est terminé et que tu en as commencé un deuxième. Est-ce que tu as l'intention de t'arrêter au deuxième? Est-ce que tu veux aller plus loin? Alors ça, certainement pas, je ne vais pas du tout m'arrêter au deuxième. J'ai l'intention d'offrir une très très longue vie à ma série. Peut-être que j'en écrirai 8. J'adore les symboles et écrire 8 romans constituerait une belle allusion à ma passion pour l'organisation criminelle nommée Spectre dans James Bond. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Oui. Et si tu te souviens bien, le spectre est symbolisé par une pieuvre. Oui. Alors en écrivant 8 livres avec mon encre, je pourrais me vanter d'avoir créé une sorte d'octopus, c'est-à-dire un ensemble de 8 opus. C'est ça. D'accord. Et moi, je voyais le 8 avec le symbole de chance chinois. Ah, c'est amusant. Ah oui, oui, effectivement, c'est tout à fait ça aussi. Il y a un symbole de chance chinois. Et pour les auditeurs d'ailleurs qui n'ont pas encore tout à fait compris le jeu de mots, la pieuvre en anglais se dit octopus. Et octo en français est un préfixe qui indique un rapport avec le chiffre 8. En plus, on sait que les pieuvres libèrent de l'encre. Donc voilà, petit jeu de mots. Il y a un jeu de mots à tiroir avec oct opus pour avoir écrit 8 opus. Ça. Oui, donc t'as un jeu de mots à tiroir déjà prévu. Alors, comme j'ai pas fini le livre, je sais pas où il s'arrête, je sais pas où va commencer le suivant, mais je veux pas tirer. Je pense que je lirai le second. Déjà de base, je pense que j'irai lire le second. Parce que le premier m'intrigue et j'ai vraiment envie de le terminer. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu envisages aussi peut-être de faire d'autres séries, d'écrire des nouvelles, d'attaquer un autre format? Et, ah oui, une autre question, est-ce que tu comptes écrire le deuxième et les 8 autres sans plan? Ou est-ce que tu vas t'attacher à une méthode plus conventionnelle? Non, je pense que je vais continuer dans ma méthode extrêmement originale parce qu'elle m'a toujours bien réussi et franchement, je pense que changer ne me donnerait pas d'avantage. Très bien. Alors, je te cache pas que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais peu importe, parce que c'est pas moi qui écris les livres et que si ça marche très bien pour toi, tant mieux et je te souhaite énormément de succès. Je souhaite vraiment que tu puisses vivre de ça et que tu puisses vraiment aller au bout de ton rêve, écrire tes 8 livres et garder cette espèce d'âme particulière, parce qu'il y a une vraie atmosphère dans ton bouquin, il y a une vraie âme. Alors, j'ai eu du mal à rentrer dedans, je te l'ai déjà dit. C'est pas forcément le genre de livre que je lis habituellement, mais il y a une vraie qualité et il y a un vrai... on sent le travail, on sent la recherche, on sent le choix des mots. Et c'est un truc que j'avais quand j'étais jeune, de la même manière que on me disait ce matin que quand je regarde une peinture, j'ai pas envie qu'on me dise ce que je vois. Quand j'étais jeune, j'avais du mal à admettre qu'un auteur avait pensé chaque mot du texte et je me disais ouais mais il l'a écrit comme ça, c'est son métier, il l'a fait. Et en fait non. En fait, qu'on écrive un poème, qu'on écrive une nouvelle courte, une nouvelle longue, un roman, les mots sont pensés, le truc est réécrit, retravaillé, remis sur le métier et repensé pour aboutir à une émotion, pour aboutir à une ambiance, pour aboutir à un thème. Et tout ça permet d'aller au bout d'un roman. Et donc... Oui, parce que tout à fait, en fait, le mûrissement fait partie de la création artistique, en fait. J'aime bien ça. J'aime bien ça et je vais te laisser cette conclusion-là.
Effectivement, je voudrais que tu reprennes ça. Développe un tout petit peu sur le mûrissement fait partie de la création artistique et on va couper là-dessus parce que je pense que c'est la meilleure chute qu'on puisse trouver pour le podcast d'aujourd'hui. D'accord, c'est une très bonne idée. Alors attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais te dire à ce sujet? Oui, donc le mûrissement dans la créativité et dans les domaines artistiques, en fait, je pense que ça permet vraiment d'exprimer de façon claire et sincère les sentiments que l'on a en soi et que l'on veut transmettre à ses lecteurs ou aux personnes qui vont regarder notre œuvre artistique. Ben, merci beaucoup, Philomène. On va en rester là pour aujourd'hui et j'aurai beaucoup de plaisir à te réinterviewer pour ton prochain roman. Je prendrai le temps et j'espère que tu auras le temps de me parler à ce sujet et je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup Thomas, bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Clés de la créativité. J'ai vraiment passé un super moment avec mon invité. J'espère que vous avez pris plaisir à nos échanges. Surtout, je tiens à remercier chaleureusement tous les auditeurs qui nous accordent leur temps chaque quinzaine. C'est grâce à vous que ce podcast existe et continue de grandir. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez un commentaire sur les nôtres pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur l'Instagram ou le Facebook des Clés de la créativité. Je vous mets les liens en description. Sur ce, je vous souhaite une semaine pleine d'inspiration et de créativité. En attendant le prochain épisode, restez créatifs et à bientôt!